Bonjour à tous, allez, on se lance aujourd'hui dans l'analyse du tout premier chapitre du Dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. On va décortiquer ça ensemble, pas à pas, pour vraiment comprendre comment Hugo nous plonge dès les premiers mots dans la tête de cet homme qui attend sa propre fin. Et voilà, tout commence comme ça. Paf! 4 mots qui claquent comme un coup de fusil. C'est une réalité brutale, totale, sans aucune échappatoire possible. Cette phrase, c'est la fondation de tout le roman. La note de musique tragique qui va résonner jusqu'à la fin. Alors, voilà notre plan pour suivre le fil de ses pensées. D'abord, on va voir la sentence elle-même, son côté implacable. Ensuite, on fera un retour en arrière, sur sa vie d'avant, pour bien sentir le contraste. Puis, on analysera cette crison de l'esprit, comment sa tête est devenue sa propre cellule. On se penchera sur cette fameuse idée sanglante, et enfin, on verra comment même ses rêves sont contaminés. C'est parti pour la première section. Une sentence implacable. En fait, le récit nous plonge directement au cœur du problème, juste après le verdict. Le narrateur est déjà un prisonnier. Pas seulement entre 4 murs, non, il est surtout prisonnier d'une seule et unique pensée. Ça fait 5 semaines. 5 semaines qu'il vit seul avec cette idée. Il la décrit comme une présence froide, un poids immense qui l'écrase en permanence. C'est une vraie torture psychologique, où chaque instant qui passe n'est qu'un pas de plus vers l'échafaud. Deuxième section, la vie d'avant. Alors là, pour qu'on mesure bien toute l'horreur de ce qu'il vit maintenant, Hugo utilise une technique très forte, le contraste. Il nous montre ce que le condamné a perdu, une vie qui était pleine de liberté. Il le dit lui-même, « J'étais un homme comme un autre homme ». C'est super important ça. Hugo insiste là-dessus. Ce n'est pas un monstre qu'on nous présente, c'est quelqu'un d'ordinaire, comme tout le monde. En nous montrant à quel point il était normal, Hugo nous force presque à nous identifier à lui, ce qui rend sa situation encore plus terrible. Son esprit, avant, c'était un vrai feu d'artifice. Il était rempli de fantaisie, de couleurs, de vie, ça partait dans tous les sens. Il pouvait penser à des jeunes filles, à des batailles, à des pièces de théâtre. C'était un esprit totalement libre, plein de possibilités infinies. Donc s'il y a un seul mot pour résumer sa vie d'avant, c'est celui-là, la liberté. Et attention, pas juste la liberté de se déplacer, mais surtout la liberté de l'esprit. Le droit de laisser ses pensées aller où elles veulent. C'est précisément cette liberté-là qu'il a complètement perdue. On passe à la troisième section, la prison de l'esprit. Et c'est là que ça devient une véritable torture. Ce souvenir de sa liberté passée ne fait que rendre les murs de sa nouvelle prison encore plus solides. Et cette prison, eh bien, c'est sa propre tête. En fait, on a une double prison. D'un côté, il y a le corps, enfermé dans un cachot avec des chaînes. Mais il y a bien pire. De l'autre côté, il y a l'esprit. Cet esprit autrefois si libre est devenu lui-même une cellule, prisonnier d'une seule idée terrifiante. Et cette idée, justement, explorons-la. Parce que ce n'est plus juste une pensée qui passe. Non, non. C'est devenu une présence vivante, une sorte de monstre qui est en train de le dévorer de l'intérieur. Il faut bien écouter les adjectifs qu'Hugo choisit. Horrible, sanglante, implacable. Ce ne sont pas des mots neutres. Il ne décrit pas juste une idée, il lui donne une personnalité terrifiante, agressive. L'idée elle-même est devenue l'ennemi. Et Hugo va encore plus loin. L'idée n'est plus une chose abstraite, elle devient un spectre de plomb. L'image est incroyable. Le plomb, ça évoque le poids, le froid, quelque chose qui pèse. Et ce spectre est jaloux, c'est-à-dire qu'il ne supporte aucune autre pensée à côté de lui. Il veut toute la place. Et attention, ce spectre, il n'est pas passif, il agit. Il l'isole du monde, il le tourmente physiquement, il le secoue de ses 2 mains de glace. Il s'infiltre absolument partout, dans les mots qu'on lui dit, sur les murs de sa cellule. Il n'y a vraiment, mais vraiment aucune échappatoire. Et on en arrive à notre dernière partie. On pourrait se dire, d'accord, mais au moins il peut dormir pour s'évader un peu. Eh bien, même pas. Même le sommeil, qui devrait être le dernier refuge, ne lui offre aucune issue. On voit bien ici que sa conscience est totalement envahie. La pensée l'attaque sur tous les fronts. Dans les mots, dans sa cellule, au réveil, et même dans son sommeil. C'est impossible de s'enfuir. Le pire, c'est que dans ses lèvres, la pensée se transforme. Elle prend la forme d'un couteau, l'objet même de sa future mort. Et au réveil, il y a ce tout petit instant, cette fraction de seconde où il ressent un immense soulagement. Il a cet espoir fou que tout ce cauchemar, en fait, n'était qu'un mauvais rêve. Mais non, la réalité le rattrape immédiatement, et elle le frappe à travers tous ses sens. La sensation de la pierre humide sous lui, la vue de cette lumière blafarde, le contact du tissu rêche de ses vêtements, la silhouette du soldat dans l'ombre. Chaque détail de sa cellule est là pour lui hurler où il est. Et c'est le coup de grâce. Avant même que ses yeux soient bien ouverts, avant qu'il ait pu reprendre ses esprits, la sentence est déjà là, confirmée. C'est comme une voix qui lui murmure à nouveau sa terrible condition. Et l'horreur recommence. Ce premier chapitre nous laisse donc avec la question centrale de tout le roman. Si c'est notre propre esprit qui est notre geôlier,
Si nos propres pensées sont les barreaux de notre prison, est-ce qu'une évasion est seulement possible? C'est le début d'une exploration vraiment terrible.